Bonjour Thomas. Bonjour Alexandra. Merci de nous accueillir encore une fois dans cette impressionnante bibliothèque. Nous allons nous intéresser cette fois-ci au prince Louis II et la Grande Guerre, qui fait l'objet d'une grande exposition à Jonchery-sur-Vesle, dans le cadre évidemment du centenaire de la bataille du Chemin des Dames. En effet, alors la bataille du Chemin des Dames, ce n'est pas une grande victoire, c'est, je dirais, une boucherie humaine, mais c'est le moment où les troupes alliées, après Verdun en 1916, essaient de sortir de la guerre de position pour redonner du mouvement et essayer de l'emporter donc sur les troupes allemandes et des empires centraux. Le Chemin des Dames est une zone qui a été disputée pendant 4 ans, qui est une ligne de crête, un point haut qui permet de contrôler l'accès au bassin parisien. Donc on comprend donc le côté très stratégique et tactique en même temps de l'engagement dans cette région. En plus, c'est la première fois que les blindés vont être utilisés sur un champ de bataille et ce sont ces blindés qui finiront par permettre au bout de quelques mois d'avancer de quelques dizaines, de quelques centaines de mètres, mais au prix d'un bilan humain extrêmement lourd. Et c'est au cours de cette bataille, et c'est ce qui nous permet d'évoquer le prince Louis II, que le prince Louis, qui est alors prince héréditaire de Monaco, obtient la plus belle de ses citations à l'ordre du corps d'armée, où on récompense son action comme officier de liaison durant ces journées d'avril 1917, au cours desquelles le début de la bataille a lieu. Et pourquoi Jonchery-sur-Vesle, puisque vous avez donné le lieu de l'exposition qui a lieu en ce moment? Parce que Jonchery-sur-Vesle a été, pendant la durée de la guerre, le siège du quartier général de la 5e armée française, auquel le prince Louis était rattaché. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur la carrière, en fait, l'ensemble de la carrière militaire du prince héréditaire Louis de Monaco? Alors, le prince Louis est un militaire de carrière, de formation, officier. Il intègre Saint-Cyr, donc la plus haute école militaire française, puis ensuite fait une école d'application, l'école de Saumur, donc l'école de cavalerie. Donc, il a véritablement la formation la plus élevée, la plus classique, comme officier français. Et puis, il mène une carrière jusqu'en 1899 en Afrique du Nord, donc dans les 2e puis 3e régiments des chasseurs d'Afrique. Et il quitte l'armée en 1899 pour plusieurs raisons. L'armée française est à ce moment-là en proie à des divisions, parce qu'on est dans l'affaire Dreyfus. Et donc, évidemment, il y a les Dreyfusards, il y a les anti-Dreyfusards. Le prince Albert Ier, le père du prince Louis, est un ardent Dreyfusard, donc ça peut peut-être poser effectivement problème pour la carrière de son fils. Et puis évidemment aussi, il faut qu'il poursuive son apprentissage comme futur souverain de Monaco. Et en 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, rien ne l'obligeait à reprendre du service 15 ans après avoir quitté les rangs de l'armée française. Mais Comment sa volonté? c'est une volonté personnelle, effectivement. Il l'écrit très bien dans une lettre, une très belle lettre à son père, le prince Albert Ier, en août, quelques jours après la déclaration de guerre, où il dit qu'il ne voit pas comment il ne pourrait pas s'engager dans les rangs de l'armée de la nation qu'il appelle d'ailleurs sa seconde patrie, la France, et que il suit en quelque sorte aussi le sillage qui a été celui du prince Albert Ier durant la guerre de 1870, qui a servi dans la marine française, la marine impériale française à l'époque, et puis de tous les Grimaldi depuis le XVIIe siècle. Il agit comme un vrai soldat, comme tous les autres soldats. Il est réellement engagé. Ce n'est pas comme on pourrait appeler un soldat de canapé. Effectivement, il ne fait pas une guerre en robe de chambre. Alors certes, il est affecté, il est officier, il est capitaine, il est affecté à un état-major, l'état-major, donc très vite l'état-major de la 5e armée, dirigé par le général Franchet d'Espéré, futur maréchal de France, donc un grand soldat lui-même. Il est à l'état-major, mais très vite, d'abord il s'occupe du courrier, mais très vite, à l'automne 1914, on lui confie et il demande
sortir des bureaux pour être officier de liaison. C'est-à-dire qu'il fait la navette entre les ordres, donnant les ordres du quartier général. Donc, évidemment, et c'est le sens de sa citation au moment de la bataille du chemin des Dames, il parcourt des terrains qui sont bombardés et il va jusqu'aux premières lignes. Il a son baptême du feu à Reims, donc la ville est reprise par les Français à l'automne, en septembre 1914, et puis ensuite il se fait apprécier parce qu'il y avait quand même de la part de ses chefs, de la part de ses camarades, je dis pas une suspicion, mais en tout cas en se disant mais quel est ce prince héritier de Monaco? Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi finalement vient-il s'engager si c'est pour être un planqué? Enfin, il pouvait y avoir cette image au départ, ce doute. Et tous les témoignages qui sont donnés aussi bien par ses chefs que par ses camarades disent que c'est un charmant camarade, beaucoup d'humour, qui a une foi inébranlable dans le succès et qui se place même parfois derrière les autres, presque justement, pas honteux de son statut, de sa condition, mais en tout cas humble. Et même le président de la République, Raymond Poincaré, lorsqu'il vient rendre visite à l'automne 1914 à la 5e armée et au général Franchet d'Espéré, il le dit dans ses mémoires, j'ai reconnu derrière les autres le prince héritier de Monaco qui presque se cachait, voilà, ne voulant pas montrer aux autres que par son statut, il connaissait déjà le président de la République. On le voit sur certaines photographies, il agit vraiment comme témoin, il relate dans des écrits, mais également à travers des photographies. Oui, puisque un de ses passe-temps était effectivement, ses violons dingues personnels avant-guerre étaient la photographie, il le sera encore donc évidemment après-guerre. Il a un appareil photo et on a dans les archives du palais de nombreuses photographies qui ont été prises par lui. Alors parfois presque on a l'impression qu'il les prend en catimini, notamment il y a quelques photos de la visite de Joffre, du général Joffre donc à Franchet d'Espéré et on a l'impression que les photos sont prises rapidement, qu'il n'était pas en tout cas accrédité pour cette mission. Et puis beaucoup aussi, et on peut le comprendre, de photographies où sont représentés ses camarades et réciproquement on a l'impression que parfois il a prêté son appareil pour garder quand même quelques souvenirs de cette guerre, y compris des photographies qui sont prises dans les tranchées. Donc c'est pas seulement, je dirais, le portrait du beau militaire qui pose en uniforme, fier de ses fonctions. Oui, on retrouve vraiment le passé dans les tranchées, sur le front. Oui. On voit des leurres. Oui. Alors, par exemple, on voit effectivement le prince Louis photographie un champ qui doit faire croire à l'aviation ennemie dans ses repérages qu'il y a des pièces d'artillerie. En réalité, ce sont donc des troncs d'arbres qui sont montés sur des chars. Donc on a un petit peu, donc, à travers le regard photographique du prince Louis, un témoignage. Ce sont véritablement les paroles d'un poilu, d'un soldat comme un autre, qui perçoit que la guerre est mondiale parce qu'il côtoie des soldats venus des quatre coins de l'Empire britannique, des Australiens, des Hindous par exemple, bien sûr des Britanniques, des Italiens, et il perçoit ce que d'autres aussi peuvent ne pas forcément percevoir, puisque lui a le double regard de celui qui côtoie le commandement, et qui donne un autre regard que, je pense au film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, qui décrivent forcément l'état-major très distant, très éloigné, prenant des ordres arbitraires. Je dirais que le regard du prince Louis invite à revisiter cette opposition parfois un petit peu manichéenne entre le commandement et puis ceux qui sont les poilus, qui sont au front, qui sont au fond des tranchées. Le prince Louis a finalement vécu ces deux guerres. Et son implication militaire continue après la Première Guerre mondiale?
Alors le prince Louis poursuit jusqu'à son avènement, en fait, en 1922, jusqu'à la mort de son père, une carrière dans les territoires donc occupés après la guerre, notamment en Silésie. Il a des promotions donc régulières. Bon, je passe sur les différentes décorations liées à la guerre, mais donc il devient lieutenant-colonel, commandant, lieutenant-colonel, puis colonel, et enfin à la veille, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire et des circonstances, à la veille du décès de son père, le prince Albert Ier, en 1922, il est même donc promu général de brigade à titre honorifique. Et puis enfin, en 1939, donc là, il est un prince évidemment âgé, mais la France n'a pas oublié le don qu'il a fait de son service à l'armée française et le promeut général de division en 1939. Et il gardera jusqu'à sa mort un lien particulier évidemment avec la Légion étrangère qui assistera à son jubilé, au 25e anniversaire de son règne en 1947 et à ses funérailles en 1949. Merci Thomas pour ces précisions sur le prince Louis II et sa carrière militaire que l'on peut donc découvrir dans cette exposition à Jonchery-sur-Vesle dans la Marne. Absolument.